Comment apprendre le chinois de nos jours? J'ai passé 2 ans à apprendre le chinois il y a 30 ans, donc avant, l'ère d'internet et je me remets au chinois maintenant, pile au moment du boom de l'IA et les méthodes ont évidemment énormément changé. Alors, j'ai testé plein de méthodes, parce qu'il y a plein de propositions évidemment avec la montée de la Chine, les méthodes proposées sont en expansion et il y a, toutes sortes d'approches extraordinairement différentes les unes des autres. Donc j'ai voulu, déblayer un peu le terrain. Je me suis abonné et désabonné de toutes sortes de méthodes et je voulais, vous faire un petit retour pour vous aider dans votre choix si vous souhaitez apprendre le chinois. Alors les motivations pour enseigner le chinois, sont, diverses j'imagine. Il y a le fait de gagner de l'argent. Il y a des gens qui se mettent en avant, qui se mettent en scène, comme Joy de Faguagen par exemple, qui est très présente dans sa méthode, qui fait énormément de fausses promesses, qui envoie énormément de mails. Dès qu'on commence à s'inscrire, on reçoit tous les 2 jours un mail qui dit qu'elle est la meilleure, qu'elle a compris comment apprendre, enseigner le chinois spécifiquement pour les francophones. Elle fait plein de promesses complètement absurdes. Euh, et elle fait du harcèlement, voire du lavage de cerveau, pour réellement nous faire croire que sa méthode est la meilleure. Et c'est faux. Moi, je me suis acharné à essayer de comprendre sa méthode. J'ai perdu énormément de temps, essentiellement à essayer de comprendre son interface, qui est très mal faite. Heu, j'ai reçu des centaines de mails de promesses absurdes et j'ai toujours pas compris en quoi sa méthode était meilleure que les autres. Par contre, elle se met beaucoup en avant, il y a beaucoup de musique, beaucoup de temps perdu, ça c'est sûr. Hem, donc bon, Faguagen pour moi c'est exit, c'est non, clairement. Dans les, heu, logiciels que j'ai repérés, il y a des Français qui ont fait un logiciel et qui, eux, ne se mettent pas du tout en avant, c'est, Jinko Chinese. L'interface est propre, c'est très efficace. Il y a notamment des cartes qui apparaissent avec des couleurs, des tons, les tons, et qui nous permettent de tester et d'enregistrer rapidement les caractères. Donc Jinko Chinese, je le recommande. Il y a Hello Chinese. Je pense que c'est une entreprise chinoise. C'est très bien fait aussi. Moi, j'apprends pas mal en lisant des textes. Et dans Hello Chinese, il y a des textes qui sont où on peut avoir soit que le texte en chinois, soit le texte en chinois et la traduction. On peut zoomer sur chaque caractère. On peut le lire à différentes vitesses. Bref, on peut faire beaucoup de choses. Ah, et à la fin du texte, on peut faire un interrogatoire pour savoir quel caractère on a retenu. Bref, c'est assez bien fait. Dans le même style que j'aime beaucoup, il y a Chinese Guru. Chinese Guru, c'est un logiciel extraordinairement bien fait. On sent que les mecs ont bossé. Euh, il y a notamment, et ça c'est très pratique pour apprendre, euh, toute une série de listes, par exemple. On peut rentrer dans toutes les propositions en chinois, toutes- tous les noms d'aliments, tous les façons de désigner l'heure, toutes les façons de désigner un emplacement, ce genre de choses. Tous les caractères par fréquence. Chinese Guru, vraiment très très bien fait. Chapeau à eux. Ensuite, il y a l'application Lingopier, qui n'est pas que pour le chinois d'ailleurs, qui est pour un peu toutes les langues. Moi, la seule chose c'est des films en fait, c'est uniquement des films. Non, c'est pas uniquement des films, parce qu'il y a aussi un interrogatoire possible avec le vocabulaire. On peut, c'est assez ludique, on peut s'arrêter sur chaque phrase du film et zoomer sur chaque caractère. La seule raison pour laquelle je déconseille en fait cette application, c'est que l'origine des fonds est israélienne. C'est une entreprise d'origine israélienne et donc là un petit bémol pour pas soutenir certains événements en cours que nous désapprouvons. Voilà.
le boycott, ça marche. Euh, À noter aussi une application qui s'appelle Preply, P-R-E-P-L-Y. Elle ne sert pas que au chinois, je pense qu'elle sert à toutes les langues. C'est très sympa, ça sert en fait, alors c'est un certain coût, ça sert on peut prendre des cours en ligne, donc c'est très très bien fait. Moi je l'utilise, j'ai des professeurs de chinois, certains sont en France, d'autres sont en Chine. Je m'inscris, chaque professeur se présente son prix, c'est entre 10 et 20 euros de l'heure. On peut sauter d'un professeur à l'autre très facilement. On doit s'inscrire pour une heure précise. Et puis là, abracadabra, on a le professeur souriant qui se présente. On peut discuter avec lui ou il peut partager son écran, donc nous montrer, écrire en chinois ou en français pour nous montrer, nous corriger. Moi, je l'utilise pour simplement discuter et me faire corriger ma prononciation et surtout l'ordre des mots et me faire expliquer certaines structures grammaticales. Bon, avec le temps, je me suis rendu compte que ça servait à rien peut-être de multiplier les cours en présence si on ne bosse pas par soi-même, évidemment. D'autant plus que j'ai beaucoup l'occasion de parler chinois en ce moment autour de moi. Et sinon, simplement sur YouTube, j'ai trouvé plein de choses très bien qui d'ailleurs sont sur ma chaîne où cette émission, où ce podcast est posté, donc vous les trouverez facilement. How to Speak Chinese, quelque chose comme ça. C'est une personne ou deux personnes qui bavardent en chinois avec le texte écrit en dessous en chinois, en pinyin et en traduction anglaise. Le seul défaut que ça présente, c'est que YouTube, on peut pas vraiment le stopper rapidement et garder l'image claire. Quand on stoppe YouTube, on a des choses qui s'affichent par-dessus, qui masquent un peu le texte. Et puis, c'est pas très réactif pour s'arrêter. Par exemple, Lingopier, on peut vraiment s'arrêter, remonter en arrière pour aller exactement sur la phrase, voir le mot qui nous intéresse. Sur YouTube, on ne peut pas faire ça. L'idéal, ça serait que ces gens, au To Learn Chinese, mettent leurs émissions dans Lingopi. Ils sont d'origine vietnamienne. Euh, mais bon, voilà. On peut pas, mais par contre, moi, je laisse beaucoup tourner en boucle, en fait. La personne qui parle a une voix très agréable. C'est peut-être de l'IA d'ailleurs. Elle a une voix très agréable. Je l'écoute plusieurs fois et petit à petit, mon oreille se fait. Je commence à comprendre ce qu'elle raconte. Donc voilà, j'alterne entre écouter du chinois, euh, c'est-à-dire des textes quand même assez simples, quand tu es calibré pour avoir un vocabulaire simple et répétitif. Euh, et être bien prononcé. Sinon, je passe du temps à étudier des caractères. Important aussi, j'ai un livre qui présente les caractères un par un, par ordre de fréquence. Et ce qui me permet d'ailleurs de voir quel genre de, à quel nombre de caractères je connais déjà, quel genre de caractères je connais, ça c'est important. Après, les caractères les plus fréquents ne sont pas forcément ceux dont on a besoin. Il faut bien voir que de toute façon, on ne va pas apprendre la totalité des caractères et que le type de vocabulaire que chacun utilise dépend énormément de, de ses intérêts, de sa vie. Je sais pas, moi, quelqu'un qui s'intéresse au restaurant, il va avoir envie d'avoir une idée assez claire des noms de menus. Quelqu'un qui s'intéresse à la médecine, une idée assez claire des parties du corps. Enfin, vous voyez. Et, et donc, effectivement, j'ai de la peine à centraliser, euh, à part en le faisant moi-même, un vocabulaire cohérent avec ma ligne d'intérêt.
Et le défaut d'utiliser, comme je le fais, différentes méthodes à différents moments, c'est qu'il y a des gammes de vocabulaire très différentes les unes des autres et que ça a tendance à me disperser. Donc, effectivement, il y a des méthodes qui sont plus pointues, plus efficaces pour certaines choses, mais si on multiplie les méthodes, on a tendance à disperser son apprentissage et au-delà une certaine diversité est positive, une dispersion a tendance à diluer l'apprentissage et on retient moins bien. Pour finir, j'aimerais signaler à quel point ces outils modernes sont juste extraordinaires par rapport à ce qu'on devait faire il y a 30 ans pour apprendre le chinois, dans le sens où chaque mot, on devait tourner les pages d'un dictionnaire. C'était très lent et fastidieux. Là, on peut vraiment avoir on a accès à le multimédia, quoi. On a accès à des enregistrements, on a à la fois le son, l'écriture, la prononciation parfaite. C'est avec des couleurs différentes sur les caractères en fonction des tons. C'est vraiment des outils extraordinaires pour apprendre les langues. Et non, et plus les traductions très rapides. Moi, quand je dis avec une personne chinoise, évidemment, il y a pour les choses simples, on bavarde. Puis quand on ne se comprend pas, hop, on sort un traducteur automatique. Et on s'entend pour les choses qu'on n'arrive pas à se dire. Mais il faut continuer à apprendre des langues. On ne va pas tout laisser faire au traducteur, contrairement à ce que certains prétendent. D'abord, c'est une bonne gymnastique cérébrale. Ensuite, ça, ça ne remplace pas le contact direct, ces traductions automatiques, même si c'est génial. Si vous êtes jeune, une des meilleures choses que vous puissiez faire est d'apprendre des langues. Il y a plein d'autres choses à faire bien quand on est jeune, évidemment, mais je le dis dans le sens où un cerveau jeune apprend à une vitesse extraordinaire. Moi, je me souviens de ma capacité d'apprentissage quand j'avais entre 15 et 25 ans. Euh, Ça n'a plus rien à voir. Je me souviens même que j'ai appris 5 ou 6 langues et au bout de 5 ou 6 langues, j'ai arrêté. Au moment où j'ai arrêté d'apprendre des langues, je sentais mon cerveau qui me disait: mais qu'est-ce que tu fais? J'ai envie d'apprendre. Et bon, sur le moment, je ne voyais pas de raison d'apprendre une nouvelle langue. Je ne trouvais pas de nouvelle langue à apprendre qui me passionne. J'ai arrêté. Et après, c'était beaucoup plus difficile de reprendre. Et par la suite, j'ai rencontré, enfin, j'ai pas rencontré, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait 15 ou 17 langues. Et là, j'ai compris l'erreur que j'avais faite au moment où j'ai arrêté d'apprendre des langues. Parce qu'en fait, quand on est dans un apprentissage constant, euh, évidemment, le cerveau se développe dans ce sens-là. Euh, L'attention. euh, il y a eu Cyrus North a fait une émission sur l'attention ces derniers temps et que je vous conseille. Et il montre à quel point les recherches en cognition ont démontré que l'attention, c'est pas un réservoir qui s'épuise. C'est au contraire, elle s'échauffe. C'est beaucoup en fonction de nos croyances en fait. On pense que on reste concentré un certain temps et ensuite on a épuisé notre capacité de concentration. Si on pense comme ça va se passer comme ça. Mais en réalité, il y a eu des longues recherches qui ont démontré que c'est en fonction de nos croyances et tu as des civilisations qui pensent que le fait d'utiliser sa concentration au début, c'est juste un échauffement et que plus elle se réveille, plus on a une capacité de concentration. Et, euh, et c'est plutôt comme ça en réalité. On n'est pas tellement limité par un temps de concentration et après on est épuisé. C'est aussi absolument faux de penser que le sucre va aider à la concentration. Entre un cerveau au repos et un cerveau en pleine concentration, la consommation de glucose, la différence de consommation de glucose est absolument négligeable. C'est donc essentiellement une question de volonté et de persévérance.
et de faire exactement l'inverse de ce que notre civilisation de distraction nous pousse à faire de plus en plus en ce moment, c'est-à-dire zapper sans arrêt d'une activité à l'autre. Par contre, effectivement, d'avoir des temps de repos et de vrai repos, c'est-à-dire étudier un moment et d'avoir un temps de repos où on ne met pas des nouvelles informations dans son cerveau et on le sent qu'il continue à travailler et à organiser les connaissances. Ça c'est vraiment important quand on se concentre suffisamment longtemps sur un sujet. On sent que le cerveau s'adapte et commence à faire un vrai travail de fond euh, en dehors des timings de notre temps de travail concret, effectif. Ça c'est valable aussi en mathématiques, c'est valable dans toutes les branches d'apprentissage. Il ne faut pas sous-estimer cette partie-là et il faut même, je pense, l'optimiser, c'est-à-dire effectivement éviter de rajouter des sources de distraction pour permettre au cerveau de continuer à faire ce travail de structuration. Ça serait un peu l'équivalent, je le vois un peu comme l'équivalent dans le système nerveux autonome de la phase sympathique, la phase active et la phase parasympathique, la phase non pas passive mais euh, d'intégration, reconstruction, réparation. Dans le système nerveux, on dit que la phase active, je m'écarte un peu du sujet, mais je pense que c'est important, que ça peut être important. Pour ceux qui trouvent que c'est trop loin, on peut arrêter l'émission là. Dans le système nerveux autonome, la phase active, c'est la phase sympathique, et la phase parasympathique, elle est considérée comme une phase de digestion, réparation, reconstruction, entretien. Euh, Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un peu la même chose au niveau de la cognition. Il y aurait la phase active où on est réellement dans l'entraînement effectif et l'équivalent parasympathique. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas parler vraiment de réparation, peut-être de réorganisation ou d'organisation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une phase où le système nerveux, euh, par lui-même, sans notre intervention consciente, poursuit les tâches qu'on a engagées volontairement. Alors, est-ce que c'est juste d'un point de vue neurologique d'associer euh, cette phase d'organisation subconsciente de la cognition à une phase parasympathique? Euh, En tout cas, au niveau du timing, oui, parce que c'est effectivement dans les temps de repos, donc dans les temps où on est en train de se reposer, que le cerveau rentre dans des fréquences euh, cérébrales où il fait aussi ce travail de réorganisation. C'est intéressant cette association d'ailleurs. J'aimerais bien, je suis probablement le premier à la proposer. J'aimerais bien en discuter avec un neurologue. Voilà. Et vous voyez, par exemple, quand on est dans cette phase de repos, on peut commencer à... On peut visualiser des caractères activement. On sait que la visualisation, c'est un outil utile, mais on peut aussi être dans un état de conscience où on laisse flotter dans la conscience de l'organisation d'images. Ça, c'est un peu plus, entre guillemets, passif, c'est-à-dire on contemple véritablement la conscience en train d'organiser. Moi, je vois un état de mon cerveau où quand j'ai travaillé les caractères chinois, après, je le laisse faire. J'essaye pas de me concentrer pour me rappeler d'un caractère précis. Je le laisse juste faire. C'est comme cet état où on est vaguement en train de s'endormir et de rêvasser. Et on sent qu'il est en train d'organiser les traits, de refaire des caractères d'une façon qui est un peu comme un enfant qui joue en fait.
Un enfant qui joue, il construit, il déconstruit des Lego par exemple. Le cerveau va avoir tendance à faire ça avec des caractères d'une façon qui ne nous semble pas très organisée, mais en fait c'est ça l'apprentissage. Un enfant qui joue, il est en train d'apprendre quelque chose. Euh, c'est pas ce qu'on voit, hein. Quand on le voit en train de s'inviter à... On n'a pas forcément l'impression qu'il est en train d'apprendre quelque chose, mais il exerce d'une manière ou d'une autre sa motricité, son organisation de l'espace, tout un tas de choses. Le cerveau fait pareil avec les caractères chinois, les sons chinois, et c'est pour ça que je vous encourage aussi à avoir dans l'apprentissage du chinois euh, toute une phase qui semble passive, c'est pas le mot, disons extrêmement relaxé, qui ne cherche pas à saisir. D'ailleurs, ça, c'était vraiment un concept qui est beaucoup utilisé dans la philosophie chinoise, hein, euh, qui dit Tao Hong Zhen, Fei Zhen Hong Tao. Tao Hong Zhen, Fei Zhen Hong Tao, ça veut dire c'est le Tao qui atteint l'homme, ça n'est pas l'homme qui atteint le Tao. Euh, ce que Alan Watt exprimait par on ne peut pas se soulever de terre en tirant sur les lacets de ses bottes. J'aime beaucoup cette image. Euh, voilà, à chercher à atteindre cet état où c'est le Tao qui nous atteint plutôt que nous qui cherchons à atteindre. C'est-à-dire cet état de disponibilité à recevoir plutôt que de chercher à saisir. Et ça, c'est aussi un concept très cher au taoïsme. C'est le wu wei ou non agir. Mais quand je le dis, j'ai instantanément les caractères chinois qui me viennent à l'esprit. Euh, j'ai fait du chinois classique il y a 30 ans. Et j'ai été surpris de voir comment... ensuite, pendant 30 ans, j'ai pas fait de chinois. Là, je me remets maintenant. Et je suis surpris de voir comment il y a beaucoup de choses qui étaient enfouies, mais qui demandaient juste à être réactivées, qui avaient besoin d'une mise à jour, mais qui n'étaient pas oubliées. Donc, laissons agir le Tao, Tao Hongzhen, Fei Zhen Hong Tao. Soyons dans le Wu Wei, dans le non-agir, réceptif, relaxé, mais sans perdre notre direction. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon apprentissage du chinois.